Nous voilà encore sur la chaîne YouTube École Virtuelle 360. Donc après une explication en guise de séquence sur la décolonisation au Proche-Orient, les relations israélo-arabes et la question palestinienne, aujourd'hui on va élaborer une synthèse générale sur cette leçon. Donc je dis la décolonisation au Proche-Orient, les relations israélo-arabes et la question palestinienne. Qu'appelle-t-on le Proche-Orient? Le Proche-Orient représente les pays riverains de la Méditerranée orientale. Qu'est-ce que la Palestine? La Palestine, c'est une terre d'immigration, d'évasion, qui tour à tour a été occupée par les Cananéens, les Hébreux qu'on appelle les Juifs, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Romains, les Arabes musulmans, les Turcs ottomans et pour aller plus loin, les Anglais. Donc, on peut considérer la Palestine comme une terre qui a vu naître trois religions révélées, à savoir le judaïsme avec la doctrine de la terre promise, lorsque Dieu avait dit à Abraham, je donnerai à ta descendance la terre de Palestine, s'il parvient à respecter le pacte qu'on a signé. Donc le lieu sacré des Juifs à Jérusalem est appelé le mur des lamentations. À la suite de cela, nous avons les chrétiens avec l'église Saint-Sépulcre et ce qu'on appelle les musulmans, où la religion c'est l'islam avec deux mosquées, maintenant qu'on appelle mosquée Al-Aqsa et mosquée Omar, qui est la troisième mosquée de l'islam derrière Médine et Médine. Donc, à la suite de cela, on peut comprendre que aussi la Palestine est riche en gisements pétroliers. Donc, l'or noir est entièrement disposé dans ce territoire. Mais on peut dire qu'aussi, en Palestine, on note une pauvreté en eau. C'est ce qui est à l'origine des problèmes entre l'Israël et la Syrie au niveau du plateau de Golan. Mais dans la Palestine, on trouve aussi un point stratégique comme le canal de Suez qui facilite les déplacements entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Donc, la Palestine est une terre très convoitée. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On peut mettre les persécutions des Juifs. Les Juifs, après leur installation, maintenant étaient sachés des territoires. Et ils se sont, maintenant, comme on le dit, s'éparpillés en Europe. Mais ces persécutions juives en Europe sont à l'origine de la création d'un mouvement. Et ce mouvement s'appelle le mouvement sionisme. Qu'est-ce que le sionisme international? Oui, à la leçon, vous me posez la question, qu'est-ce que le sionisme international? Donc tout à l'heure, vous m'avez interpellé d'or pour me demander la question sur le sionisme. Ce que l'élève doit comprendre en est que les Juifs étaient persécutés en Europe. Et cette persécution des Juifs en Europe sont à l'origine de la création d'un mouvement, et ce mouvement est appelé le mouvement sionisme. Le mouvement sionisme est l'œuvre d'un Juif australo-hongrois du nom de Theodor Herzl, maintenant dans son ouvrage intitulé L'État juif publié en 1798. Le sionisme international, ce n'est rien d'autre qu'un mouvement qui cherche à trouver une terre pour les Juifs, de médiatiser les problèmes juifs afin de trouver une solution. Ce que l'élève doit comprendre, ce n'est rien d'autre que ce mouvement sionisme est soutenu le 2 novembre 1917 par une déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères britannique du nom de Lord Arthur James Balfour. Qu'avait dit Lord Arthur James Balfour? Balfour avait affirmé que les peuples juifs de Palestine sont dans l'attente de la création d'un État juif indépendant et reconnu dans le monde. C'est pourquoi, en 1920, la SDN avait mandaté la Grande-Bretagne pour administrer la Palestine. Et la Grande-Bretagne, sur les pas de son ministre des Affaires étrangères, avait favorisé l'établissement d'un foyer juif de Palestine. Donc, pour les Arabes, la création d'un État juif au sein de leur territoire est perçue comme une provocation supplémentaire de l'impérialisme colonial. Donc on peut dire que les vagues migratoires organisées par les Juifs provoquent la colère des Arabes. Et cette colère des Arabes se manifeste à travers des attentats contre les Juifs. Ainsi, qu'est-ce qu'on constate? Pour faire face à ces attentats, les Juifs vont mettre en place des mouvements d'autodéfense. Et ces mouvements d'autodéfense sont appelés Irgun et Haganah. On peut dire que l'intensification de l'immigration juive pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que lors de la Seconde Guerre mondiale, on constate le phénomène de l'Holocauste. C'est quoi l'Holocauste? C'est l'extermination des peuples juifs dans les camps de concentration
concentration nazie. Lors de la première leçon en classe de terminale, on avait dit que les Juifs avaient été tués en Europe. Hitler a assassiné 6 voire 7 millions de Juifs dans les camps de concentration nazis. C'est ce phénomène qui va accélérer le processus de décolonisation au Proche-Orient. Donc on peut dire que l'intensification de migration juive pendant la Seconde Guerre mondiale, les Arabes se révoltent contre l'Angleterre, qui limite alors les arrivées et propose la création d'un État judéo-arabe que refusent les deux communautés. Ainsi, on peut dire que le mandat britannique est marqué par de multiples conflits nourris de part et d'autre par les nationalistes intransigeants au point que la Grande-Bretagne va donner ce dossier palestinien à l'ONU. L'ONU, dans sa résolution 181 du 29 novembre 1947, va partager la Palestine en 3 régions. Le juif minoritaire dispose 55% des terres. Les Arabes représentent les 2 tiers de la population, obtiennent moins de 45% des terres. Jérusalem est perçue comme une ville internationale qui a pris 3 religions révélées, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les Juifs maintenant acceptent ce plan de partage que les Arabes ont carrément refusé et profitent de la fin du mandat britannique sous le règne de David Ben-Gourion pour proclamer la naissance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Dès son lendemain, le 15 mai, la coalition d'armées arabes attaque l'Israël. C'est la première guerre appelée communément la guerre d'indépendance. Les manifestations des relations israélo-arabes. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai affirmé tout à l'heure que ce plan de partage accepté par les Juifs est réfuté par les Arabes. Les Arabes profitent de la fin du mandat britannique sous le règne de David Ben-Gourion pour proclamer la naissance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Dès son lendemain, le 15 mai, on a la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance, première crise israélo-arabe entre 1948 et 1940. Déclenchée le 15 mai 1948, la coalition d'armées arabes attaque l'Israël, dont l'objectif principal c'est sa destruction, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à mettre en considération le prévisionnisme. Mais la rapide victoire escomptée par les Arabes n'est pas au rendez-vous, car la guerre d'indépendance est gagnée par l'Israël, qui annexe la Galilée occidentale et le Jérusalem-Ouest et se retrouve avec 78% des terres parce que les Arabes parviennent à récupérer 23 des 45% des terres arabes. Maintenant, l'Israël adhère en même temps à l'ONU en 1949. Pour les Arabes vaincus, ils deviennent des réfugiés sans terre. 700 000 Arabes avaient été pris en charge par la UNRWA, qui est un office mis en place par l'Organisation des Nations Unies qui se charge de garantir maintenant les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Cela est perçu par les Arabes comme une grande catastrophe, c'est-à-dire la Nakba. À la suite de la guerre d'indépendance, on peut avoir la guerre, ou bien la crise du canal de Suez. La crise du canal de Suez en 1956. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de la crise du canal de Suez? Ce sont les Occidentaux qui refusent de financer le barrage d'Assouan sur le Nil. C'est pourquoi Gamal Abdel Nasser nationalise le canal. Donc, comme l'Israël est le pire ennemi des Arabes, l'Israël était prêt à apporter son soutien à la coalition franco-britannique pour récupérer le canal de Suez entre les mains de Gamal Abdel Nasser. Qu'est-ce qu'on note? On peut dire que cette action est interrompue sous la pression de l'URSS et des États-Unis, car c'est l'ONU qui exige le départ des forces franco-britanniques. Donc on peut dire que Gamal Abdel Nasser, le président de l'Égypte, a gagné cette bataille psychologique et stratégique et devient l'homme le plus puissant, c'est les Arabes. Et à partir de 1967, on a ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, c'est du 5 au 10 juin 1967.
Je dis, si vous allez appliquer la calendrier 1967, le 5 c'est un lundi, le 6 c'est un samedi, lundi et jusqu'au samedi c'est 6 jours. Quand donc la guerre de 6 jours a commencé de 5 à 7h45 du matin, parce que n'oublions pas que lors des printemps de guerre, Gamal Abdel Nasser avait menacé de détruire l'État juif. Et ensuite, n'oublions pas que l'effort du soutien de l'URSS, Gamal Abdel Nasser menace la fermeture du golfe d'Aqaba par lequel doit passer le pétrole iranien qu'approvisionne l'Israël. C'est pourquoi le 5 juin 1967, le général de l'armée juive, appelé communément la Sahel, d'où son nom, et Yitzhak Rabin, attaque par surprise et détruit l'aviation égyptienne au sol. Et en 6 jours, l'Israël s'empare le Jérusalem-Est, le plateau de Golan, le banc de Gaza, la bande de Gaza, le Sinaï et la Cisjordanie. Qu'est-ce qui va se passer? L'ONU, dans sa résolution 242, ordonne sans succès le retrait des terres arabes. C'est pourquoi même le général de Gaulle avait affirmé que l'Israël, qui était un minuscule pays hier, devient aujourd'hui une superpuissance parce qu'il va même jusqu'à dire non à l'Organisation des Nations Unies. À la suite de cela, on peut noter en 1970 la cérémonie qui a remplacé Gamal Abdel Nasser, c'est Anwar al-Sadat. C'est al-Sadat qui est le successeur de Nasser. Donc, Nasser n'a pas participé à la crise qui reste appelée communément la guerre de Yom Kippour. Yom Kippour signifie le jour de la fête du pardon juif, là où toutes les formes de vie cessent en Israël. C'est du 6 au 24 octobre 1973. Maintenant, sur la chronologie, je vous ai montré en 1970, Nasser meurt. Et Nasser est remplacé par Sadat. Maintenant, c'est Sadat accompagné des Syriens qui voulaient se venger de la Nakba de 1949 et des territoires perdus en 1967. C'est pourquoi il a attaqué l'Israël par surprise le jour de la fête du pardon appelée communément Yom Kippour. L'Israël recule avant de mener une contre-offensive avec l'appui des Occidentaux. C'est pourquoi les Arabes sont mécontents des Occidentaux et va faire quoi? Les Arabes maintenant vont mettre en place, suivez-moi, les Arabes vont mettre en place ce qu'on appelle l'organisation des pays exportateurs de pétrole décide d'augmenter le prix du baril à 70%. Pourquoi? Parce qu'ils sont mécontents des Occidentaux, car ce sont les Occidentaux qui ont aidé l'Israël à mener une contre-offensive. C'est pourquoi dans la guerre de Yom Kippour, l'ONU dans sa résolution 338 est accompagnée conjointement des deux superpuissances que sont maintenant les États-Unis et l'URSS pour un cessez-le-feu immédiat. 4 ans après, en 1977, Anwar el-Sadat se rend au KN7, c'est-à-dire le Parlement juif. En 1978, nous avons les accords des camps David et l'Israël signe le calumet de l'Égypte signe le calumet de la paix avec l'Israël. En 1969, l'Israël commence à se retirer des terres arabes comme le Sinaï et la bande de Gaza. Qu'est-ce qui va se passer? En 1981, Sadat est isolé et assassiné par les extrémistes arabes. Évoquer les manifestations des relations israélo-arabes à travers une série de crises, nous sommes sur la résistance palestinienne. Ok. Donc, si on a les origines des relations israélo-arabes en grand 2, ce sont les manifestations des relations israélo-arabes. Mais en petit 1, les manifestations des relations israélo-arabes se discutent à travers les crises ou les guerres. Mais en petit 2, on peut voir la résistance palestinienne. Ainsi, devant l'inefficacité des guerres contre l'Israël et la faiblesse du soutien des Arabes, les Palestiniens créent l'OLP. Que signifie l'OLP? C'est l'Organisation pour la libération palestinienne, maintenant créée en 1964, qui est sous la houlette ou sous contrôle du Fatah de Yasser Arafat. Parallèlement, d'autres organisations se créent. Quelles sont les autres organisations qu'on peut citer? On peut dire le Djihad islamique et Hezbollah, qui est pro-iranien, le Front populaire pour la libération palestinienne et le Hamas créé en 1987, plus particulièrement le 15 décembre, qui est une organisation islamique. Tous ces mouvements avaient un seul objectif, c'est quoi? La destruction de l'Israël à travers des attentats à la bombe, à travers des opérations de kamikaze, à travers des prises d'otages, à travers des attentats aux véhicules. Et pour faire maintenant face, ou bien pour mettre fin à l'activisme de ces organisations, que va faire l'Israël? L'Israël, avec l'appui, ou bien sous la direction d'Ariel Sharon, envahit la région. Quelle région? Le sud du Liban.
Rien que pour faire quoi? Pour mettre fin à ce qu'on appelle à l'activisme de ces organisations créées par les Arabes dont l'objectif principal est la destruction de l'Israël. Ainsi, Ariel Sharon, qui dirige maintenant les Juifs, était prêt en ce moment à mettre fin à cet activisme. Et il va envahir ce qu'on appelle le sud du Liban. Et ce phénomène est appelé l'opération Paix en Galilée. L'opération Paix en Galilée. Et l'opération Paix en Galilée se transforme à la guerre de Liban en 1982. Et cette guerre de Liban permet maintenant aux Juifs d'influencer les chrétiens qui se trouvaient dans la région, de massacrer les camps de réfugiés de Satila et de Sabra. Ainsi, la capitale de l'OLP est transférée de Beyrouth à Tunis. Ainsi, on peut dire que la lutte ne reprendra qu'en 1987, parce que n'oublions pas qu'en 1987, les Arabes étaient désespérés par la perte de leur terre et se lancent dans la première intifada. C'est quoi l'intifada? C'est la guerre des pierres appelée communément le soulèvement populaire. À la suite de la résistance palestinienne, on peut mettre en évidence les négociations des relations israélo-arabes. Tout à l'heure, j'ai dit, sous la direction du président américain Jimmy Carter, le premier ministre juif Begin et le premier ministre Begin et Sadat maintenant se rencontrent aux États-Unis, plus particulièrement à Tel Aviv, rien que pour faire quoi? Pour négocier. C'est pourquoi même en 1969, on a constaté que des territoires arabes étaient libérés par l'Israël. En 1991, sous le parrainage des États-Unis et de l'URSS, n'oublions pas que les accords de Madrid donnent l'espoir au futur, c'est-à-dire à la paix imminente au Proche-Orient. En 1993, les accords secrets d'Oslo seront négociés à Washington avec une poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin qui devient le premier ministre, comme on le dit, israélien. Maintenant, n'oublions pas que cette poignée de main permet aux Juifs de reconnaître l'OLP comme le représentant des Arabes, mais aussi les Arabes reconnaissent Israël comme un État à vivre dans la paix et dans la sécurité. Mais les accords Oslo 1 et le but, et ce qui font les accords Oslo 2, tous ces accords sont sabotés. Pourquoi? Après les accords Oslo 2 en 1995, n'oublions pas que Yitzhak Rabin, qui était le premier ministre juif, était assassiné. Ses successeurs, tels que Ariel Sharon et Benjamin Netanyahu, tempèrent optimistes à ceux qui croient à la paix imminente au Proche-Orient, car ils considèrent que les accords Oslo représentent les accords représentent les plus mauvais accords que les Juifs ont signés. Et qu'est-ce qui va se passer? En 2000, on a la deuxième intifada. Qu'est-ce qui est à l'origine de la deuxième intifada? La deuxième intifada est posée par la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées qui se trouve à Jérusalem. Comment un juif peut mettre ses pieds dans la mosquée? Cela est perçu par les Arabes comme de la moquerie et la deuxième intifada est appelée l'intifada d'Al-Aqsa. En 2001, maintenant Sharon viole les accords Oslo. En 2002, le dossier palestinien entrait entre les mains du quartet. C'est quoi quartet? Union européenne, États-Unis. Maintenant, la Russie et ce qu'on appelle, on a l'Union européenne, les États-Unis, la Russie et l'ONU. C'est le quartet qui dirige le dossier palestinien. C'est ce quartet qui va dresser en 2003 une feuille de route. Et en 2004, on a la mort d'Ariel Sharon. Maintenant, le Hamas se met sur le devant de la scène et remporte les élections législatives de 2007. Et on constate que le Gaza va devenir, c'est-à-dire une véritable prison. Pourquoi? Parce que le Hamas n'était pas connu mondialement et les Occidentaux, de même que les États-Unis, maintenant ont gardé leurs subventions. Donc, la leçon sur la question palestinienne est toujours maintenant source d'actualité. Jusqu'à présent, un professeur peut continuer à expliquer la leçon. Donc, c'est à l'élève d'y aller chercher quels sont les obstacles à la paix au Proche-Orient et quel est le processus d'espoir qui nous permettra de connaître dans le futur maintenant la mise en place de l'État arabe. Voilà tout ce qu'il fallait dire pour faire maintenant une brève récapitulation à la suite maintenant de l'explication des leçons par séquence. Aujourd'hui, vous avez tout sur la question palestinienne. On se donne rendez-vous la prochaine fois et veuillez abonner sur votre chaîne YouTube École Virtuelle 360. Merci.